Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Gangan TV. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans cette émission Café Débat. Après un peu plus de 60 jours de pause, vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent bien la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et pour ce premier numéro de ma part, en termes de reprise bien entendu, je reçois pour vous sur ce plateau comme invité honorable Michel Kamano. Il est le président de la commission Éco-Finance à l'Assemblée nationale. Honorable, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Merci surtout de la disponibilité. Je rappelle qu'avec honorable Michel Kamano, nous parlerons évidemment de la session extraordinaire consacrée à la loi des finances rectificative qui a été clôturée très récemment. Évidemment, après cette session, nous avons constaté une sorte de baisse globale sur le budget initial 2018 et sur les volets dépenses et sur les volets recettes. Qu'est-ce qui explique justement ce mécanisme? Est-ce que là, c'est une limitation des ambitions même du gouvernement Kassory? Là-dessus, il interviendra sur bien d'autres sujets qui défraient la chronique, comme la concession du port, du quai conventionnel du port autonome de Conakry, le scandale, prétendu scandale à la Banque centrale. Sur tous ces sujets, il interviendra. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai Sori Kandia Bangoura qui va nous parler de ce qui est arrivé au port autonome de Conakry aujourd'hui, des travailleurs du port arrêtés, pour certains brutalisés comme on nous l'a rapporté. Avec lui, il nous parlera de ce sujet. L'autre sujet, c'est aussi la Guinée qui risque de perdre pour une deuxième fois l'organisation de la journée internationale de la pêche artisanale. Sur tous ces sujets, Kandia interviendra dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'instant, on va faire face à notre invité, honorable Michel Kamano. Alors oui, honorable, oui. Pour parler de l'Assemblée, je l'ai dit tout à l'heure, vous venez de clôturer la session extraordinaire consacrée à la loi des finances rectificatives. Oui. Et selon les observateurs, les économistes, on nous dit que le gouvernement a revu un peu ses ambitions à la baisse, puisque dans la loi des finances initiales, il y avait un coût global qui était là. Au finish, on a connu des baisses sur le volet dépenses et recettes. Qu'est-ce qui explique justement ce changement? Bien, merci pour cette invitation et merci de vous intéresser à cette question d'actualité. Nous sortons de la clôture effectivement de la session extraordinaire consacrée à l'examen de cette loi de finances rectificative. Le gouvernement, après avoir eu l'autorisation par la représentation nationale d'exécuter le budget 2018 en loi de finances initiale, s'est retrouvé dans l'impossibilité de l'exécuter dans les volumes qui ont été retenus en termes de recettes et de dépenses. Il y a eu beaucoup d'interventions entre-temps au niveau national et au niveau international. Vous avez suivi depuis l'augmentation du prix du carburant à la pompe, vous avez suivi les différentes revendications sociales, vous avez suivi les différentes revendications politiques. Les unes et les autres de toutes ces interventions ont impacté l'activité économique. Ayant impacté l'activité économique, le gouvernement s'est retrouvé dans l'incapacité de mobiliser les recettes telles qu'elles étaient prévues en loi de finances initiale. Alors, les ajustements étaient donc rendus nécessaires, même indispensables. C'est pour ces ajustements, c'est pour ces corrections que le gouvernement est revenu devant la représentation nationale pour dire, pour telle ou telle raison, les objectifs que nous avions, les ambitions que nous avions en termes de mobilisation des recettes pour faire des dépenses, pour arriver à des objectifs de croissance, n'auront pas été réalisés. Et ils sont venus avec cette proposition de correction du budget. La loi de finances rectificative, ce n'est que la correction du budget. Les parlementaires attendent que le gouvernement justifie pourquoi ils n'ont pas fait les recettes et quels sont les ajustements que le gouvernement fait, n'ayant pas fait les recettes, quels sont les ajustements sur les dépenses. Donc globalement, c'est vrai, il y a eu une baisse dans les grandes lignes de l'ordre de 2000 milliards en termes de recettes, et le gouvernement s'est ajusté pour baisser les dépenses de 1900 milliards. Et nous nous sommes accordés, mais en veillant à ce que les investissements soient augmentés, parce qu'il y avait aussi baisse des investissements, à côté de la baisse des dépenses de fonctionnement. La représentation nationale a demandé au gouvernement désormais, et que cela se constate en loi de finances initiale
pour 2019, que l'accent soit beaucoup plus mis sur les dépenses d'investissement, puisque c'est par les dépenses d'investissement qu'on va tirer la croissance. Alors, si on dit que le budget est l'expression chiffrée de la volonté politique d'un État, d'un gouvernement, en renvoyant un peu le budget initial à une telle baisse de 2000 milliards, est-ce que ça ne veut pas dire autrement qu'il ramène aussi à la baisse ou qu'il limite dans le temps leur ambition, en parlant du gouvernement Kassouri, effectivement, qui justement est un peu à son essai là, et qui a affiché une telle ambition quand il est passé devant vous, les députés, oui, pour présenter son discours-programme. Est-ce que ceux qui disent que là, le gouvernement limite ses ambitions, disent vrai, ou vous pensez qu'ils se trompent là-dessus? Il se trompe là-dessus. Le gouvernement n'a pas limité ses ambitions. Heureusement qu'on a un Premier ministre qui sort du sérail. Quand le gouvernement s'est trouvé dans l'incapacité de mobiliser tout ce volume de recettes initialement prévues, il a regardé le budget de façon réaliste, en disant il y a des projets, par exemple, d'infrastructures qui ne vont pas commencer avant janvier 2019. Avec l'état à la saison aujourd'hui, soyons réalistes, ne bloquons pas les ressources. Alors qu'au même moment, nous avons besoin de ces ressources pour restaurer des écoles, pour faire des salles de classe, pour trouver certains médicaments. Dans le domaine sanitaire. Dans le domaine sanitaire, on est en période hivernale. Il y a des dépenses qui sont très urgentes. Accordons la priorité à ces urgences-là pour que nous puissions maintenir un certain équilibre. Ne pas geler des ressources ailleurs. Au contraire, ça a été une réaction beaucoup plus réaliste. Et pour ne pas que des fonds soient gelés, mais que les fonds disponibles soient bien utilisés. Oui, réaliste, honorable, si on avait procédé à des réaffectations qui n'avaient pas dérangé globalement le budget initial. Mais au lieu des réaffectations d'un tel secteur à un autre secteur, on a plutôt procédé à une coupe. Non, il y a eu des coupes, mais des réaffectations aussi. Bien évidemment, si les recettes baissent de 2000 milliards, il faut s'attendre à ce que les dépenses baissent de ce même volume. Mais ce que j'ai dit, c'est que les dépenses qui n'ont pas été, que le gouvernement savait maintenant ne pas pouvoir réaliser avant l'année prochaine, et ça tombe dans la loi de finances prochaine, ils ont gelé ces dépenses. On dit sortons-les pour ne pas que nous ayons des chiffres comptables qui ne représentent pas la réalité. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont maintenu, parce que les objectifs de croissance avec nos partenaires de Bretton Woods sont maintenus. Avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, les objectifs de croissance, surtout le problème de l'inflation. Il faut contenir l'inflation pour que nos pouvoirs d'achat, vous et moi, les Guinéens lambda, la Guinée lambda, que le panier de la ménagère ne soit pas affecté. Donc ces objectifs globaux ont été maintenus, sécurisés. Donc, et que sont-ils c'est le même taux de croissance autour de 5,8%, à la sortie en fin d'année, un niveau d'inflation qui n'atteigne pas les 2 chiffres, pour que le pouvoir d'achat soit sécurisé, soit maintenu. Il y a encore à faire, bien évidemment, il y a mieux à faire pour l'année prochaine, mais pour les objectifs initiaux, les objectifs globaux, ils n'ont pas du tout été affectés. Le Premier ministre a plutôt réagi avec son gouvernement comme des hommes réalistes, pour dire ramenons à la réalité certaines dépenses, nous ne les inscrivons pas parce que nous sommes convaincus qu'on ne les fera pas, puisque nous n'avons pas fait certaines recettes. Donc il y a eu des ajustements, il y a eu des réaffectations à l'intérieur pour sécuriser les volumes globaux, en tout cas les objectifs globaux sur lesquels nous nous sommes engagés. Et la preuve que ça a été maintenu, en juin dernier, le conseil d'administration du Fonds monétaire et la Banque mondiale ont approuvé notre programme. Et nous continuons. Ils ont fait la première évaluation à la sortie de la revue. À la sortie de la revue. Donc les équilibres ont été maintenus. Et ça, il faut le savoir, le gouvernement s'est bien ajusté. Et en termes de chiffres, on est passé de combien du budget initial à combien maintenant après la clôture de la loi des finances rectificatives? Dans les grandes lignes, pour des recettes qu'on avait estimées à 18 000 milliards, on en est à 16. Pour des dépenses qu'on avait estimées à 20 000 milliards, on en est à 19. Donc c'est l'ordre un peu de grandeur. Et pour le déficit, les autorisations ont été données au gouvernement, 1, de s'endetter en partie, 2, de réaliser quelques actifs, comme on le sait de façon traditionnelle. Et aujourd'hui, je peux rassurer mes compatriotes sur une chose, c'est que désormais, depuis que ce pays a adopté la loi organique relative aux lois des finances, tous les trimestres, le gouvernement dépose devant la représentation nationale un rapport sur l'exécution du budget. Donc, on a un bon suivi. Il y a encore des choses à faire. Ça demande beaucoup de travail de part et d'autre, mais à ce niveau, nous tenons bien l'application de la loi des finances, de la loi organique relative aux lois des finances. Alors, vous êtes le président de la commission
Ecofinance, qui donc a un regard critique sur comment les budgets sont fixés, comment les dépenses sont en perspective et tout et tout. L'année dernière, on a comme l'impression que vous avez été plus rigoureux à l'endroit des régies, à l'endroit des départements ministériels qui sont venus pleurnicher devant vos commissions pour dire on ne peut pas atteindre telle ou telle prévision, ou non, voilà les prévisions qu'on a eues cette année. Vous leur avez dit non, allez-y, encore trouver d'autres poches de recettes. Et ils sont allés, ils y ont trouvé. On a connu des augmentations en termes de recettes. Cette année, comme vous venez de le dire, certains sont venus et vous ont dit qu'en raison de telle ou telle réalité ou actualité qui s'est passée, ils ne peuvent plus atteindre les prévisions initiales. Est-ce que vous n'avez pas été moins rigoureux à leur endroit cette année que l'année dernière? Quand je prends par exemple la DNI, la Direction nationale des impôts, le Trésor, qui ont bénéficié en tout cas de ces baisses-là en termes de prévisions fiscales. Or, la douane a plutôt, cette fois-ci, eu une prévision plutôt à la hausse. Bien, et comme je le disais, c'est une correction d'un budget. Nous allons encore être beaucoup plus exigeants pour la loi de finances initiale 2019. Là, c'était la correction du budget de 2018. Et la direction de la douane s'est organisée à mieux suivre ces résultats. Quand l'objectif de 6 000 milliards leur a été donné, ils ont dit 6 000 milliards, ok. Ça veut dire que nous devons nous fixer des objectifs tous les trimestres. En dehors des trimestres, nous devons descendre au mois. Ils ont trimestrialisé, ils ont mensualisé. Ça permettait à la direction de contrôler. Et dans le mois, toutes les semaines. C'est ce qui leur a permis de mieux suivre. Il y a eu des performances aussi à la DNI et au Trésor qui doivent, et c'était une des recommandations des parlementaires, que la même structure organisationnelle soit mise en place au niveau de ces régies. Là, c'était juste pour leur permettre d'atteindre de bons résultats. Bien. Mais les prévisions même de baisse qui avaient été retenues par le BOTIN, le budget qu'on nous a envoyé, qui avait été arrêté sur la base de l'exécution à fin mars, ces prévisions ont été revues aussi à la hausse pour les impôts et pour le Trésor. Parce que, heureusement, nous nous sommes rendus compte que lorsque la situation à fin juillet a été présentée, elle était meilleure aux prévisions de sortie en décembre. On a dit donc, nous prenons les chiffres de la DNI, nous prenons les chiffres de la direction du Trésor en les améliorant pour la sortie. Donc, il y a eu performance et augmentation au niveau de toutes ces directions. Bien évidemment, donc il n'y a pas de disparité. En termes organisationnels, la douane a eu une meilleure organisation, une meilleure approche, un meilleur suivi, et la recommandation a été faite que toutes les régies s'alignent sur ça pour qu'au quotidien, au moins, on puisse leur demander des résultats qu'ils puissent donner. Bien. En tout cas, comme je l'ai dit, cette fois-ci, vous n'avez pas renvoyé certains encore revoir leurs prévisions pour en augmenter et tout et tout. Est-ce que c'est parce que vous avez tenu compte des mêmes réalités qu'en parlant de manifestations, en parlant de ceci ou cela? Non, la loi de finances rectificative, c'est juste la correction. D'accord. On demande pourquoi vous n'avez pas fait, ils nous donnent des justificatifs, c'est tout. Les volumes, la valeur des volumes, la valeur des prévisions, on débattra de ça, et la qualité de la dépense, on débattra de ça lors de l'examen du budget de 2019. En octobre prochain. En octobre prochain, quand il reviendra avec des prévisions, tenant compte des réalités que nous connaissons jusque-là, si le gouvernement vient avec des prévisions qui ne sont pas suffisantes, on leur dira repartez. Le problème, c'est au niveau de certaines régies, comme le port, qui garde par devers elles ces régies, des ressources que ces régies brassent. C'est des milliers de milliards. D'accord. Mais des textes administratifs, souvent des décrets, les autorisent à les utiliser. Aujourd'hui, la loi organique relative aux lois de finances exige que ces recettes soient d'abord constatées sur un compte de trésor, quitte à les réaffecter en termes de dépenses. C'est ça la transparence. C'est ça qui fera que si des dispositions ne sont pas prises, pour qu'on puisse entrer l'ensemble de ces structures. Et là, il y a une loi qui a été prise, une loi sur la gouvernance des établissements publics, des entreprises d'État, de façon à ce que tout entre dans le portefeuille et qu'après l'ARPT, le port, l'OGP, vous avez suivi, ainsi de suite, que toutes ces structures soient d'abord dans le portefeuille, que toutes ces structures ont su mieux les recettes qu'elles brassent, quitte à les leur affecter pour leur fonctionnement. Parce qu'il ne faut pas les sévrer aussi pour leur demander de faire des résultats. Donc on leur affectera le budget qu'il leur faut
on leur donnera les équipements qu'il faut en termes de performance pour l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Tout cela pour leur permettre d'être plus performants et de faire de meilleurs résultats. Alors, on va aborder cette fois-ci les positions que chaque groupe parlementaire ont eues vis-à-vis de l'adoption de cette loi des finances rectificatives. On a vu l'UFDG qui a décidé de ne pas voter pour, l'UFR qui a exprimé une certaine désolation, et je voudrais qu'on commence par ça déjà, sur le fait que dans cette loi des finances rectificatives, on n'a rien dit à propos de la taxation des activités du projet Djandian qui aurait commencé déjà et la reprise des activités du côté de l'usine de Fria. Est-ce que c'est vrai que ces deux volets n'ont pas fait objet de taxation, ainsi de suite? Bien, d'abord, nous parlons de la loi de finances rectificative pour les correctifs, c'était le budget de 2018. Aujourd'hui, si une entreprise entre en activité, surtout des entreprises minières aussi importantes que Djandian, que Fria, si ces entreprises sortent un seul bateau de minerais, il est répertorié, il est pris en compte. Il ne peut pas y avoir d'omission à ce point-là. Et dans le temps, il y a eu une société minière à Forécaria qui a commencé, c'était sous la période de la transition, où il n'y avait pas de programme, et pas de contrôle. Et, bref, il y a une société qui a commencé à faire des exportations. Incontrôlées. Mais depuis que le gouvernement, après avoir réussi la 8e revue du programme, que les bailleurs de fonds, les partenaires de Bretton Woods ont dit vous êtes sur la bonne trame en termes de gouvernance, le gouvernement a dit non, nous avons encore besoin, avec le Fonds monétaire ou sans le Fonds monétaire, nous avons besoin d'ajustement. Et là, c'était la position aussi de l'Assemblée. Le gouvernement dit continuons avec un programme, continuons avec, n'est-ce pas, ce contrôle de nos partenaires que sont le Fonds et la Banque, en particulier avec l'Union européenne et les autres bilatéraux. Donc, sous ce programme, il ne peut pas y avoir d'exportation de ces grosses sociétés qui ne soient pas constatées au niveau des comptes de l'État. Donc, s'il y a eu information que ces structures ont commencé à faire des exportations qui n'apparaissaient pas dans les comptes de l'État, ça c'est une déclaration à vérifier, mais moi je puis garantir qu'au jour d'aujourd'hui, un bateau de minerais ne peut pas sortir de la Guinée. Nous avons un programme. Nous avons l'Assemblée qui suit. Nous avons quand même une Assemblée, ce n'est pas une Assemblée monocolore. Nous avons l'opposition, on a la majorité, on a le centre. Donc pour aujourd'hui, je puis dire que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non. Et qu'est-ce qui explique donc le fait que l'UFDG, à travers son groupe parlementaire, n'ait pas finalement voté cette loi de finances rectificative? Rectificative, ça, comme c'est une correction, moi, je dis que c'est une attitude politique que nous respectons. Sinon, nous avons autorisé la loi de finances initiale. Pour sa correction, on la corrige à deux niveaux. Un, les recettes. Nous avons eu des explications du gouvernement pour dire, pour telle et telle raison, nous n'avons pas pu faire telle recette. Voici ce que nous proposons comme aménagement. On a voté les recettes ensemble. Ils étaient d'accord. Quand on est arrivé aux dépenses, on a fait le vote, ils étaient d'accord pour les dépenses. C'est l'UFR qui a dit attention, au niveau des dépenses, nous avons quelques réserves. On a dit ok. Et pour le vote final, l'UFR a voté avec nous le budget, et c'est l'UFDG qui s'est abstenu, s'abstient, après avoir voté les recettes, et il s'abstient de voter le budget. Je dis c'est très bien, c'est une position politique. Si nous ne sommes pas de l'opposition, ils ne seront pas payés. Mais sinon, ça n'a pas de sens, vous pensez? Non, ça n'a pas. Que d'avoir voté les recettes en même temps, les dépenses. Il n'y a aucune logique. Bien. Il n'y a aucune logique. On ne peut pas voter les recettes, voter les dépenses et dire que je ne vote pas le budget global. Pas... Bon, mais c'est politique. Sinon, on ne va pas les payer s'ils ne font pas comme ça. Alors, d'autres parlent aussi d'une certaine sorte de diminution sur la ligne de la masse salariale. Est-ce que vous pouvez expliquer ce mécanisme? Parce que certaines perçoivent ça comme une diminution des salaires ou des privilèges. Comment ça s'explique? Globalement, les dépenses en personnel ont baissé. Le contraste, c'est que au moment où les salaires nominaux ont augmenté, les salaires nominaux ont augmenté, mais les dépenses du personnel, il n'y a pas que les salaires. Il y a beaucoup d'autres avantages qui sont liés à cela. Alors, comme
on ne pouvait pas ne pas augmenter les salaires à la demande des syndicats. Le gouvernement a accédé, le gouvernement a dit pour maintenir mes équilibres, ce que je fais, je ne coupe pas les avantages liés à certaines catégories. Vous avez beaucoup de personnel de catégories qui ont un traitement spécial. D'accord. Le gouvernement dit pour me permettre de sortir d'ici décembre avec mes équilibres budgétaires, je vais geler ces avantages pour des montants supérieurs au salaire qui a augmenté. Donc comme le gel est supérieur à l'augmentation, globalement si tu prends l'enveloppe, elle a baissé. Mais ce n'est pas, c'est juste ce qui explique. Ce sont les avantages qui ont baissé, qui ne sont pas liés au salaire. Des avantages pour certaines catégories. Pour certaines catégories, pas pour toutes les catégories. Les travailleurs ont leurs salaires nominaux augmentés, mais tous ceux qui ont des privilèges spéciaux, les privilèges sont gelés jusqu'en décembre pour nous permettre de sortir avec un bon équilibre. Alors donc on va passer à d'autres sujets évidemment, au-delà de cette loi de finances, pour parler finalement d'autres sujets à consonance économique qui interpellent aussi les députés à l'Assemblée. D'abord le cas du port autonome de Conakry, la concession du quai conventionnel qui jusque-là fait bruit. D'ailleurs jusqu'à ce matin on apprend que des travailleurs ont été dispersés au port, certains auraient été déjà arrêtés. Est-ce que cette situation a attiré votre attention? Déjà, est-ce que le contrat ou la convention de concession devait forcément passer sur la table des députés à l'Assemblée? Bien, cette question nous a préoccupés. Il y a des contrats, il y a certaines conventions qui sont de l'ordre du gouvernement. Mais pour des cas particuliers comme celui-là, dès qu'il y a des problèmes, dès que quelque part des citoyens se sentent menacés, ces citoyens, un seul citoyen peut saisir l'Assemblée nationale. Si son travail est menacé. S'il est menacé. C'est pourquoi on dit la représentation nationale. Nous représentons tous les citoyens. Donc, un seul citoyen peut saisir l'Assemblée nationale, se sentant menacé dans ses droits, dans sa vie, dans sa sécurité et tout. Et les travailleurs du port ont eu peur de licenciement. Ont eu peur de leur licenciement. Et vous avez entendu, si vous avez suivi le débat, le président de la commission chargée des infrastructures est devant de la scène, a demandé à ce que la convention soit examinée par l'Assemblée. Et la convention a été à ce niveau envoyée. Et aujourd'hui, nous sommes en congé parlementaire, mais l'Assemblée suit. L'Assemblée, en termes de recommandations globales qui a été faite, c'est de dire, en tant que représentation nationale, nous ne voulons pas entendre parler de licenciement. D'accord. Si le quai est cédé, s'il ne peut pas embaucher, il ne faut pas qu'il y ait licenciement. Notre souhait, c'est qu'il puisse embaucher. De deux, avec ce quai, il ne faudrait pas que globalement les résultats du port soient affectés. Les recettes que le port doit brasser, doit ramener dans la cagnotte de l'État, dans le compte du Trésor, il faudrait que ces recettes augmentent. Avec cette concession. Avec la concession. Donc c'est les deux recommandations principales. Pas de licenciement, augmentation des revenus. Bien. Et vous pensez, vous engagez déjà à ce qu'à la rentrée parlementaire, que ce dossier soit sur votre table? Absolument, surtout que ça concernera le budget. S'il n'y a pas de solution heureuse d'ici là, ça va être au centre de nos préoccupations. Et pour terminer, on va nous focaliser sur tout autre sujet, ce scandale, ce prétendu scandale financier de 21 millions de dollars à la BCRG. Quel regard vous portez aussi sur ce sujet-là? Est-ce que ça mérite que vous mettiez en branle une sorte d'enquête parlementaire? Est-ce que ça vous scandalise d'ailleurs vous-même en entendant cela? D'abord, en tant qu'économiste sortant du Sérail, je ne crois pas à l'existence de ce... qui est un scandale de 21 millions de dollars aujourd'hui à la Banque centrale, au moment où nous attendons une mission du Fonds monétaire qui doit revenir ici cette fin de mois de septembre pour début octobre. Je ne crois pas. Mais ce n'est pas exclu. Et ce que nous, au Parlement, nous disons, la Banque centrale doit, avec le gouvernement, avec les ministères économiques, il doit avoir une politique monétaire et budgétaire très harmonisée. Ils ont des équilibres internes à ne pas du tout perdre
quand on parle de données macroéconomiques, c'est vraiment au niveau des finances, la Banque centrale. Alors qu'il y ait un scandale, un détournement de 21 milliards, en tant qu'économiste, sur une période un peu plus longue, hein, parce que oui, ça, c'est à vérifier. C'est pas du jour au lendemain. Nous avons des mécanismes, nous avons des moyens de contrôle. Dans les rapports qui nous sont déposés, ça va être ressenti forcément. Ça, c'est un peu plus technique. Et puisque le problème a été posé... Dans le cadre du transfert de nos devises, est-ce que ça peut se sentir tout de suite? Absolument. Vous savez, un des objectifs, c'est le niveau des réserves de devises. Vous entendez toujours qu'il faut qu'on se batte pour que nos réserves de devises soient au moins couvrent au moins 3 mois d'importation. Alors, si on sort 21 millions de 3 mois de réserves de devises, ça se sent. Donc, nous, il y a des indicateurs de contrôle depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. Et vous avez tel que la révélation nous l'a fait comprendre, c'est qu'il y a des ponctions. Ce n'est pas en un seul coup qu'on a ponctionné les 21 millions de dollars, mais ce qui est dit, c'est 21 milliards, je crois, ou 21 millions de dollars. 21 millions de dollars. Alors, c'est sur des périodes un peu élargies, et on ponctionne 2 millions pour ce mois, après on remplace, et puis on ponctionne 3 millions, et ainsi de suite. À partir du moment où il y a eu le scandale, rappelez-vous que c'est le jour de la clôture que moi, j'ai entendu parler de ça, j'ai vu ça sur la toile, juste dans la salle, en plein la clôture de la session extraordinaire. C'était ce jour que j'ai vu ça sur la toile, et les journalistes m'ont interpellé là-dessus. Je leur ai dit, pour le moment, écoutons, allons à l'information, allons à la base. Nous, notre source d'information, c'est le gouverneur de la banque. Bien. Et dans le cadre de l'application, je reviens là-dessus, de la loi organique relative aux lois de finances, la Banque centrale et le reste du gouvernement nous déposent tous les trimestres des rapports. Et cela a attiré l'attention de nous tous, et nous allons être vigilants. À la rentrée en octobre, nous allons avoir beaucoup plus de regards. Et vous allez demander des explications? Absolument, absolument. Bien. Et pour terminer cette fois-ci, en 2 minutes, c'est sur le gouvernement Kassori. Je l'ai dit, dans un premier temps, il est passé devant vous pour exprimer ses ambitions, lui et son gouvernement, à travers son discours de politique générale. Aujourd'hui, après 100 jours, qu'est-ce que vous dites en tant qu'économiste? Et lui-même, le Premier ministre est économiste, vous êtes en même temps ancien ministre de la République. Sans langue de bois, est-ce que vous pensez qu'ils ont fixé le bon cap, qu'ils ont fait les véritables diagnostics sectoriels des différents problèmes pour aller vers cette croissance que Kassori ambitionne et qu'elle soit partagée comme il l'a promis au peuple? Merci. La première des choses, c'est de féliciter le Premier ministre pour sa détermination. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition ne réussit pas dans la vie. Il a des ambitions, mais des ambitions mesurées. Il a dit que la Guinée peut rattraper la Côte d'Ivoire. Oui, nous avons un potentiel, comme la Côte d'Ivoire, quelque part mieux que la Côte d'Ivoire. Dans le domaine minier, nous pouvons rattraper, même dépasser. Mais cela suppose que tous les acteurs jouent le jeu, que tous les partenaires économiques, sociaux, politiques jouent le jeu. Si les acteurs ne jouent pas le jeu, forcément, le Premier ministre n'y arrivera pas. Bien. Le Premier ministre, en tant que chef de gouvernement, fonctionne comme un chef d'orchestre. Il dit, je veux que mon orchestre fasse tel résultat. Mais il est le chef d'orchestre. Il a le guitariste. Il faut qu'il joue bien. Il a les chanteurs, il a les autres. L'économie d'une nation, quand on parle de développement, c'est tout le monde qui doit agir. Le gouvernement crée les conditions au secteur privé pour que le secteur privé crée la richesse, crée des emplois, que le gouvernement veille à la meilleure répartition de cette richesse. Il faut que les organisations de la société civile veillent, c'est les bénéficiaires. Il faut que toutes les politiques, que les gens puissent être associés. Il ne faut pas aller élaborer des politiques pour le paysanat sans les paysans. Bien. Il ne faut pas aller travailler sur des programmes de développement économique sans les pauvres, de lutte contre la pauvreté. L'expert en pauvreté, c'est le pauvre d'abord. Il faut l'écouter. Il faut l'impliquer. Il faut l'impliquer. Donc si, avec le gouvernement, la société civile s'implique, les partis politiques s'impliquent, les organisations syndicales, tout le monde s'implique, les partenaires au développement, nous voyant la main dans la main, vont nous assister pour le complément. Mais l'essentiel est à faire par nous. La responsabilité du gouvernement est grande. Le gouvernement s'est engagé. Il lui revient de créer les conditions au secteur privé pour que le secteur privé accompagne
et que les politiques veillent dans l'ensemble à ce que nous ayons un gouvernement performant, que nous puissions ensemble développer la bonne gouvernance. C'est tout ce qui nous manque dans ce pays. Nous avons toutes les richesses, comme un continent à lui seul. Nous avons des gens intelligents qui ont fait leurs preuves ailleurs. Mais notre problème, c'est la malgouvernance. Et la malgouvernance, c'est la responsabilité à la fois du gouvernement, de la société civile, du secteur privé, de tous les partenaires. Donnons-nous la main. Faisons en sorte que chacun dise qu'est-ce que j'ai fait pour éviter la malgouvernance. En ce moment, ensemble, nous réussirons. Et pour l'instant, vous pensez que l'équipe Kassori fixe le bon cap? L'équipe Kassori est sur le bon cap. C'est des jeunes, c'est des femmes, ils sont sur le bon cap. Soutenons-les, donnons-nous la main, que chacun joue sa partition, on va arriver à de meilleurs résultats. Honorable Michel Kamano, merci de toute votre disponibilité, de ces explications, avec l'espoir qu'on vous retrouve à d'autres occasions, notamment à la rentrée parlementaire, pour parler d'autres ambitions du gouvernement, notamment de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. À très bientôt. Voilà, comme annoncé tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, Café Débat, version reprise en tout cas de ma part, je retrouve tout de suite Sori Kanya Bangoura pour les autres sujets d'actualité. À tout à l'heure. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Et comme annoncé, Sori Kanya Bangoura à mes côtés dans cette émission qui finalement me cède le plateau. Kanya, bienvenue. C'est un réel plaisir pour moi. Merci beaucoup. D'être de ce côté et de voir pratiquement Ouri reprendre son fauteuil. Mais surtout merci pour, on va dire, toute l'énergie et l'engagement pour maintenir l'émission Café Débat. Et c'est à moi de vous remercier parce que la confiance, Ganga a tout un personnel, beaucoup de personnel qualifié. Si le choix a été porté sur ma personne, je dirais que c'est un réel plaisir. Bien. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi. Alors c'est l'enquêteur qui nous revient, Kanya, l'enquêteur qui nous revient sur ce plateau dans cette émission de Café Débat. On va parler de deux sujets rapidement. D'abord, le port autonome de Conakry, cette convention de concession du quai conventionnel qui fait toujours débat. On apprend ce matin qu'il y a eu des travailleurs qui ont été arrêtés, d'autres auraient été même brutalisés, blessés, et il se trouve qu'ils étaient en train de tenir une assemblée générale. L'assemblée générale, déjà, ses fidèles téléspectateurs ont eu toutes les informations liées au port autonome de Conakry tout au long du moment où j'étais là à gérer cette émission. À animer cette émission, ils ont toutes les informations liées, c'est-à-dire de la concession du projet jusqu'aux manifestations. Mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Les travailleurs du port autonome de Conakry ont jugé nécessaire de se réunir en assemblée générale. Vous n'êtes pas sans savoir que la sortie médiatique devant les travailleurs du port autonome des deux directrices a fait polémique et a encore installé beaucoup plus de doutes dans la tête et des travailleurs et des Guinéens et des autres observateurs. Donc, partant de là, il y a eu une première rencontre des travailleurs, une deuxième donc était programmée aujourd'hui lundi dans l'enceinte de la direction générale du port autonome de Conakry. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'ils ont toujours tenu, malgré que les pick-ups sont postés là. Mais vous savez, le week-end, ils avaient programmé ça à partir du vendredi. Le samedi, une note circulaire a été affichée interdisant tout regroupement au sein du port autonome de Conakry. Au sein de la direction générale, de la cour de la direction générale. Donc tout regroupement était interdit, mais puisqu'ils se disent dirigés par les travailleurs, se disent dirigés par une section syndicale, donc il était important pour eux de tenir la réunion, puisque c'est dans cette même cour, au même endroit qu'il y a eu cette sortie médiatique
cette réunion qui a été médiatisée des deux directrices. Et donc résultat, ils ont jugé nécessaire aujourd'hui de se réunir. Et ce matin, selon les informations qu'on a reçues, ils ont trouvé quand même la sécurité renforcée à ce niveau, mais ils ont quand même tenu coûte que coûte, vaille que vaille, à tenir leur réunion là. Bien. Et conséquence, ils ont été dispersés à cause de gaz lacrymogène. Et selon les informations qu'on a reçues, les forces de l'ordre n'ont pas du tout été des enfants de cœur envers eux. On a arrêté certains. Actuellement, sous l'effet de la panique, il est difficile pour les travailleurs du port autonome de nous dire qui a été arrêté, qui ne l'a pas été. Pour certains travailleurs, on apprend qu'ils ne sont pas nombreux et qu'ils sont un groupuscule, minimum de personnes, de 50 personnes, parmi 2000 personnes. C'est ce que les autorités nous disent. Là aussi, en même temps, est-ce que c'était quand même pas des regroupements de trop? Parce que quand on voit déjà la scène assez lamentable et honteuse à laquelle ils ont livré ces deux directrices la dernière fois, il fallait que les responsables prennent leurs décisions pour éviter d'autres regroupements. Et puis comme c'est une section syndicale, pourquoi ne pas les tenir leur réunion, par exemple à la Bourse du Travail, oui, mais cette fois, si la direction interdit tout regroupement? Oui, la première... Est-ce que ce n'est pas un forcing de la part de ces travailleurs en fin de compte? Là, on peut estimer que c'est une sorte de forcing, mais là où il ne faut pas oublier, c'est les travailleurs et les syndicats, et leurs syndicats au port autonome de Conakry. Donc le regroupement était là. Mais si vous dites que c'est un groupuscule, là aussi se trouve, c'est une sorte de guerre de communication entre le gouvernement et les travailleurs du port autonome de Conakry. Bien. Parce que le gouvernement estime que c'est un groupuscule une cinquantaine de personnes, alors que quand vous partez sur le terrain, en réalité, ce n'est pas ce que vous voyez. Et pour les travailleurs du port autonome aussi, ils disent que c'est tous les travailleurs de la direction. Mais au fur et à mesure que cette situation s'enlise, on sent qu'il y a une sorte de division dans les rangs des travailleurs même qui sont en train aujourd'hui de dépendre leur emploi. En tout cas, ce qu'on peut dire à cette heure précise, c'est que leur regroupement a été dispersé ce matin. Il y en a qui ont été arrêtés. Il y a d'autres déjà dans leur bureau qui sont enfermés dedans parce qu'ils ne peuvent pas sortir. En Donc, tout cas, ceux qui sont dans la cour, dans leur bureau, ne peuvent pas sortir. Ceux qui ont été dispersés ne peuvent pas accéder aussi. Il y a quand même des pertes de matériel, de téléphones et tout ça. Et aussi il y a des cas de... Donc on peut dire que c'est la guerre déclarée depuis aujourd'hui entre la direction générale du port autonome de Conakry et les travailleurs révoltés de cette direction à cause toujours de ce fameux contrat de concession du quai conventionnel. Ce que je souhaiterais signaler avant de finir avec cette partie, en fait la sortie médiatique des deux directrices a permis aux travailleurs de prendre le dessus. Au point de vue intérêt et tout ça, par rapport, parce qu'ils se disent qu'ils ont désormais raison, ils peuvent avoir l'adhésion du public. Donc, quand j'ai parlé avec celui qui m'a donné les informations tout à l'heure, il dit que le gouvernement empêcherait des regroupements pour encore éviter de s'enfoncer, que par ce fur et à mesure que les travailleurs se regroupent là, il y a des indices qui apparaissent et qui disent, qui leur donnent raison le plus souvent par rapport à Mais pour l'instant, le gouvernement, par la voix du ministre des Transports, qui a fait une autre sortie encore le samedi dernier, rassure toujours les travailleurs qu'il n'y aura pas de licenciement. S'il n'y a pas création d'emplois, il n'y aura pas par contre licenciement. Mais pourquoi tout de même les gens s'entêtent? Mais est-ce que les gens ne peuvent pas quand même attendre qu'ils soient licenciés pour se réveiller, pour se révolter? Pour l'instant, personne n'est quand même licencié. Parce que j'ai reçu ici sur ce plateau, ici un spécialiste des questions de droit et qui aussi est un bien averti dans ces domaines. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il s'agit à l'occurrence de M. Kabouya. Il nous a dit que qui dit extension dit forcément recrutement. C'est vrai que création d'emploi. Donc ça veut dire que si le port autonome ne recrute pas, il ne va quand même pas licencier. Et pour l'instant, personne n'est licencié. Personne n'est licencié, mais c'est là où on ne comprend pas. Pourquoi les gens continuent à perturber les activités, étant donné que pour l'instant ce ne sont que des spéculations? Moi c'est la question, mais on va revenir là-dessus. On ne peut que faire ce constat de cette guerre déclarée désormais entre ces travailleurs et la direction qui a commencé aujourd'hui. On verra ce qui va se passer demain. En 3 minutes chrono pour terminer, cet autre sujet, la Guinée l'année dernière, alors que Alpha Condé était président en exercice de l'Union africaine, n'a pas pu organiser la journée internationale de la pêche artisanale. Cette année encore, l'Organisation africaine de la pêche artisanale
faire confiance à la Guinée en lui disant, comme l'année dernière vous avez raté, les îles Seychelles ont organisé, cette année préparez-vous à l'organiser. Une fois encore, on est face à un autre risque de perdre l'organisation de cette journée à cause de quoi? Alors tu viens de faire le film de la cause de la première perte et cette fois-ci encore on nous a donné une autre chance. Si jamais la Guinée devait organiser cette fête, elle devait se tenir du 19 au 21 novembre 2018. Mais fort malheureusement, les informations que nous recevons là, un groupe, d'abord si elle doit être fêtée, et c'est la FEGIPA qui est membre de KAOPA, qui doit organiser. La KAOPA, là, c'est la FEGIPA qui est la Fédération guinéenne de la pêche artisanale. Et KAOPA, c'est la Confédération africaine des organisations de la pêche artisanale. Donc c'est elle qui organise la journée internationale, mais par l'intermédiaire d'une organisation du pays local. Donc, mais il y a un problème entre la FEGIPA et la FENAPAG. Il y a un problème, c'est-à-dire la FEGIPA, là où il y a les Idrissa Talo et autres, et la FENAPAG où il y a le vieux Fanyewa et Idrissa, les choses, Sekouba Conté, et il y avait des guerres de deux fédérations locales de pêche artisanale qui se font la guerre. Donc c'est ce qui a failli, c'est ce qui nous a coûté fait perdre l'année dernière. Et le gouvernement ne s'était pas suffisamment impliqué. À l'époque, c'était le ministre André Loa. Aujourd'hui, le ministre Frédéric Loa est venu, il a réussi quand même à rassembler les deux. Ils ont fait une sorte de front. Il y a eu un congrès récemment où les deux fédérations désormais avaient fait fusion. Mais fort malheureusement, il y a encore des dissidences au sein de cette organisation qui vient de naître. Et c'est toujours le nom de ce FEGIPA, le vieux Fanyewa qui était revenu à la raison, à de meilleurs sentiments, mais désormais, lui et Sekouba Conté sont derrière ce groupe qui s'est retiré du lot pour contester encore l'organisation parce qu'ils estiment que ce sont eux qui doivent organiser. Mais là où se trouve le problème, la FEGIPA, c'est la FEGIPA en Guinée qui est membre du KAOPA. Et la FENAPAC n'est pas membre. Donc, s'il doit avoir fait... je veux dire, le groupe dissident n'est pas reconnu par l'organisation africaine des pêches artisanales. Bien sûr. C'est plutôt la FEGIPA qui est reconnue. Donc, ils n'ont aucun droit en réalité de demander à ce que ce soit eux qui fassent. Parce que le problème dans tout ça, c'est qu'est-ce qui explique l'incapacité du ministère actuel des pêches, donc le ministre Frédéric, de taper du poing sur la table en tant qu'autorité du secteur, de mettre les uns et les autres face à leurs responsabilités. Jusque-là, on n'entend pas le ministre parler, il ne met pas les points sur les i et on risque de perdre l'organisation de cette autre journée. Et justement, c'est là où se situe le problème. Il risque d'être dépassé par la situation. Parce qu'il a cherché à les rassembler, parce qu'il a estimé que en étant avec les deux cherchant à les rassembler, ça pouvait avoir, c'est ce qui pouvait donner la bonne solution. Mais fort malheureusement, avec cette dissidence, il risque de se dépasser par la situation, parce que selon les informations qu'on a reçues, vieux Fanyewa et M. Sekouba Conté, ce sont des personnes qui ont en tout cas des relations du côté de la présidente de la moyens de pression. Voilà, des moyens de pression, mais c'est des informations. Donc ils intimident le ministre Frédéric Loa. Le ministre, en tout cas Frédéric Loa, ne parvient pas à les ramener à la raison, surtout à taper du poing sur la table, même s'il tapait, ils n'allaient pas entendre. Donc c'est là où, mais les conséquences de tout cela, la fédération, la KAOPA, doit se réunir aujourd'hui, lundi, à Dakar, pour décider du sort de la Guinée. Et cette fois-ci encore, si nous perdons l'organisation, ça serait nos voisins de la Guinée-Bissau qui vont prendre pratiquement les choses en main et qui vont donc organiser cette journée internationale. Dommage. Conséquence, c'est le Guinéen qui va perdre et les avantages et les mesures d'accompagnement qui seront là ou du côté de l'international pour booster et accompagner la pêche artisanale. Ce sous-secteur de la pêche artisanale, malheureusement. Ce n'est qu'un début aussi par rapport à ce tiraillement au sein du sous-secteur de la pêche artisanale. Nous reviendrons là-dessus, pourquoi pas donner même la parole aux différentes parties. Mais ce qu'on remarque le plus dans cette affaire, c'est cette impuissance du ministère de la pêche et de l'économie maritime,
son incapacité à résoudre ce problème qui nous mènera à une deuxième défaite quant à l'organisation de cette journée internationale de la pêche artisanale. Merci Kanya d'être passé pour ces explications. Le plaisir a été pour moi. Merci surtout. Merci. Voilà, quant à vous, aimables téléspectateurs, merci de toute votre attention. Ce fut un très grand plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore dans cette émission Café Débat pour continuer l'aventure avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'engagement. On se retrouvera demain pour un autre numéro de cette émission Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.